Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on va annoncer les termes tout de suite. On est parti pour une vidéo parlotte et vous l'avez vu, j'ai encore un invité de marque puisque notre bon ami Quentin est là. De marque, un invité. Un invité. Je suis là. Ça a toqué, il y avait de la lumière et du chauffage, il est ça, venu. Rien à la télé. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va suivre une bonne idée de notre bon ami Anto, parce que c'est lui qui m'a parlé de ce concept au début et qui s'est dit, tiens, ce serait marrant qu'on se fasse des petites vidéos où on parle de nos DVD live qui nous ont marqué le plus. Excellente idée, franchement. Ben voilà. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. C'est ça, on va se faire un premier épisode avec Quentin, et puis si ça vous plaît, on en fera un deuxième avec Anto. Allez, c'est parti. Bon, alors on s'est fait plaisir. Alors ça a été un petit peu difficile de se départager parce que on s'est dit de toute façon on va s'emballer, c'est sûr. Tu tables sur combien du coup là? Pronostic en temps. Ouais. 50 minutes. Allez. 50 minutes, ce sera dépassé, je pense. Ce sera dépassé. Ouais, je pense que c'est jouable. On va essayer de garder ça en dessous de l'heure 10. Souvent, c'est un peu notre heure max, sauf pour les salons. Est-ce que plus c'est bon, plus c'est long, plus c'est long, plus c'est bon? On verra bien. On va la tenter. Allez. Donc le plus difficile, ça a été de faire notre sélection, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y avait les documentaires. Là, on a plutôt choisi des concerts live, je crois. Plutôt, globalement, on est un peu de home vidéo. Un peu de deux, des home vidéo, des clips. Moi, j'étais à deux doigts de te ramener du film. Ah. J'allais te ramener du Spinal Tap ou... Super. Il y avait moyen. Donc ça pourrait être intéressant pour les prochaines. Qui sait. En fait, en parlant de Spinal Tap, j'ai vu le 2 dans l'avion la dernière fois et c'est le film le plus horrible que j'ai vu de ma vie. Ouais. J'aurais préféré qu'on n'en parle pas. J'aurais préféré qu'il n'existe pas. C'est ça. Même eux, Donc vous l'aurez compris, on va un petit peu retracer notre parcours musical finalement à travers tous les DVD live qui nous ont manqué, qui nous ont marqué. On va même commencer par des VHS. Enfin, on en a pas aujourd'hui, mais on a pris des DVD. On a pris en DVD. On fait les modernes. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va cartonner un jour. Mais il y a certains que t'as en VHS ou que t'as vu que j'ai eu en VHS, que j'ai retrouvé en DVD. Et franchement, moi, comme je te l'avais dit. En off, moi j'étais un gros client de la VHS fait maison, double magnétoscope pour faire des coupes, voilà. Et du coup tu t'enregistrais à partir de quoi? Alors j'avais des potes qui avaient MTV ou MCM, donc des best of trash sur M6 ou. C'est vrai qu'on en parle pas souvent, mais sur M6 il y a eu des vidéos best of trash. Il y avait après je mixais avec des vidéos de skate, un petit peu tout qu'on trouvait. Après il y a eu des plus vite que la musique. Il y avait Trax sur Arte. Ah Trax j'ai suivi aussi ça. Trax il y avait des bonnes choses à prendre, il y avait beaucoup des moins bonnes. C'était de la découverte parce que des fois c'était complètement pour nous c'était comment cela existe. Mais ouais, et puis même la DA artistique elle était. Mais je me rappelle d'avoir enregistré dans Plus vite que la musique, donc le truc un peu mainstream à 18h le dimanche, des images de Slipknot quoi en live. Donc je compilais un peu ça. Mais il y a même eu une époque aussi, donc là c'était fallait voir le câble etc. Mais sur Canal+, à nulle part ailleurs, il y a eu aussi des lives un peu mythiques. Il y a eu Typo Negative il me semble. Deftones, très certainement. Deftones, je suis sûr d'ailleurs. Ils ont eu du lourd. Ouais, Korn.
Parce que Est-ce qu'ils auraient pas eu Sepultura même? Ça possible, m'étonnerait qu'à moitié, mais si vous êtes fan de Sepultura, si vous êtes fan de Sepultura, voilà, fut un temps où on a eu le droit sur les chaînes hertziennes, avec l'antenne Rato, on a eu des trucs où on pouvait profiter. Je sais que moi sur Best of Trash, j'avais le clip de Mandatory Suicide, Slayer, enfin voilà, je veux dire, il y avait de quoi prendre, Puis c'est quand même des chansons engagées et tout, c'était pas... C'est ça, et puis c'était des morceaux extrêmes surtout, et qui passaient à 22h. Oui, je me doute que c'était pas avant la météo. Oui, mais c'était pas à 2h non plus. Enfin voilà, ils prenaient du risque, je trouve, une autre époque. Bon. Après, MCM était une chaîne musicale, MTV était une chaîne musicale aussi à l'époque. Ils ont arrêté, je crois. Ouais, il y a de fortes chances. Ça fait longtemps que c'est plus une chaîne musicale et encore moins alternative. On est bien d'accord. Après, je te dis, moi j'avais enregistré aussi un concert, par exemple, du Bloodhound Gang, qui est pas le truc le plus mainstream, en tout cas à l'époque, c'était pas encore hyper mainstream sur M6. Enfin voilà, il y avait moyen de se faire des cassettes VHS maison en repiquant d'un magnéto sur l'autre, etc. Donc c'était plutôt cool, une belle époque pour les vidéos. C'est clair. Et là, vous allez voir, on a sélectionné des DVD et, comme tu l'as dit, des fois on les a eu en VHS ou pas. Parfois, même venant du marchand de journaux pour ma part. Comme quoi, il y avait moyen à l'époque de choper des trucs et puis des trucs bêtement dans des grandes surfaces. Bien sûr. Où on trouvait. On va essayer d'expliquer à chaque fois pourquoi c'est un DVD qui nous a marqué, pourquoi on les a poncés jusqu'à user le disque, et puis un petit peu ce que ça a apporté à notre chemin musical à chacun. Mais à toi l'honneur, parce que pour tout vous dire, on a tout mélangé les DVD, comme ça va être on a rebattu les cartes, Exactement. Clairement. Vas-y, je vois le premier de la pile, ce sera pour moi, et je pense que les gens qui suivent ont une vague idée de mon amour pour Obituary, qui est vraiment le groupe de death metal qui me tient à cœur. Alors, je vais pas dire qu'il y a peu de choses à dire sur ce DVD, sachant que c'est une super prestation. C'est le line-up classique. C'est 2006. De mémoire, c'est en Pologne, enfin c'est dans un pays de l'Est que ça a été capté. Bon son, bonne image. C'est très correct. Pour un DVD de death. C'est ça. Pour de l'extrême, c'est plutôt correct. Grosse setlist, on est sur 23 morceaux. Tu peux enlever 2-3 intros qui sont comptés comme tracks, mais t'as une grosse vingtaine de tracks et puis du classique empilé. Threatening Skies, Chopped in Half. J'ai vu qu'il j'en passais des meilleurs, quoi. J'ai vu qu'il finissait sur The Way We Rot. Ouais, évidemment. C'était juste après, forcément, l'album Frozen in Time. Donc, leur intro, c'était Redneck Tomb, qui est vraiment le riff. Bien lourdingue, bien... Puis c'est une époque où ils revenaient un peu sur le devant de la scène. C'était leur gros retour. En fait, ils ont fait une grosse pause de 5-6 ans après Back from the Dead. Donc là, ils avaient laissé un peu traîner les choses et tout ça. Ils sont revenus un peu sans que personne s'y attende. Frozen in Time, c'est leur dernier album pour Roadrunner, donc un peu le contrat de la honte, je dirais. Mais voilà, après, c'est pas l'époque... Ils allaient devenir libres, ils se sentaient bien, et puis, comme j'ai dit, line-up classique. Donc Allen West était encore capable de prouesse. Enfin voilà, c'est ça. En fait, tout le monde était à son top. Donc je trouve que ça reste vraiment un truc, une captation qui est fidèle à l'esprit live. D'Obituary, plein d'énergie et tout. Et puis moi qui ai pas eu la chance de les voir en live, qui ai failli, qui était à ça de les voir. Donc voilà, j'ai pas eu cette chance. Ça, tu peux encore te rattraper. Je pense que... Et ils sont encore en forme. Ouais, très. Ils ont encore sorti un dernier album il y a 1 ou 2 ans qui est vraiment une tuerie, franchement, dinguerie. Là, t'as dit 2006 2006, c'est ça. Et vraiment, je vais pas dire qu'il y a rien à dire, mais
Peu de bonus, ça on va pas se mentir, à part la disco, quelques photos, de vidéoclips de mémoire. C'est pas le DVD que tu vas regarder pour... c'est plus concert. T'as une biographie, c'est un DVD live, carré. Ouais, basique. Voilà, mais qui fait vraiment plaisir parce qu'il y a l'énergie du groupe. Je veux dire, c'est un groupe de live et tout le monde le dit, c'est toujours ce qui revient. C'est un groupe de live à une belle époque. Donc ouais, c'est ça. En fait, t'y vas, tu te fais mâcher dans la fosse. Tu prends un coup de c'est ça. T'y vas, tu sais pourquoi t'y vas, et puis ils t'ont donné ce que tu voulais. C'est obituaire, quoi. Je vais rajouter une petite règle. Donne maintenant pour toi la meilleure chanson du DVD. La meilleure chanson. Alors celle que tu conseillerais en tout cas pour aborder. C'est une chanson qui serait pour moi pas spécialement sur album la meilleure, mais en live je trouve que Threatening Skies c'est un morceau en live, voilà, ça t'arrache tout, quoi. C'est rythmiquement nickel. Bien dans la gueule. Vraiment, ouais, c'est un morceau in your face, quoi. Pour moi en live c'est un des morceaux que j'ai toujours préféré. Alors le deuxième, c'est un de ma petite sélection. Bah, vous voyez, il est black, mais en vrai, il y a un petit reflet, tout comme l'album. Donc on est sur le live de San Diego 92 de Metallica, ou 92 pour les plus belges d'entre vous. Bah alors là, c'est pareil, là, il y a à boire et à manger parce qu'il y a 27 titres. C'est roboratif. 27 titres. Tu sors de là. Le chef kebabier, il te dit, il t'appelle chef et tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est goulu. Ah ouais, c'est goulu. Pour moi, c'est le prime de Metallica. Parce que ils sortent vraiment d'albums légendaires, ils ont sorti leur triptyque de folie et ils embrayent encore sur des chansons vraiment encore très très inspirées. Au niveau jeu et technicité, ils sont à leur sommet. Même Lars, Nicolas. Non, en plus c'est vraiment troll souvent, mais je trouve que c'est quand même... C'est un peu facile. C'est parce que c'est facile. C'est taper sur l'ambulance, on va dire. Ouais, et puis quand t'as pondu des albums comme ça, et des... je sais pas si on peut dire des riffs aussi pour la batterie, mais des patterns. Des patterns de batterie aussi mythiques. C'est vrai qu'on devrait peut-être un petit peu plus le respecter. Indulgence. C'est ça. Indulgence. Alors, je parle du musicien, humainement, c'est autre chose. Ouais. Et encore, c'est pareil. Je crois qu'il est un peu revenu de sa période où il n'était pas très agréable, dirons-nous. Alors la folie, parce que vous avez vraiment l'explosivité du groupe, vous avez toutes les compos vraiment mythiques, ils se permettent de faire un medley pour Justice for All parce qu'ils avaient plutôt envie de faire des trucs bien dans la gueule. D'ailleurs ça se voit parce que juste après ils embrayent avec Black Nud qui va bien envoyer. Il y a tous les albums, t'as quand même dès du premier, même si la fougue des débuts encore des cheveux. Était un petit peu... Alors ils avaient encore des cheveux, et ça c'est plutôt bon signe. C'est ça. Tout dans la crinière. J'avais vu un mème où c'est marqué que Metallica, tu mesures la qualité des albums à la longueur des cheveux. Bon, là, et plus c'est court et plus c'est douteux. Ouais. Même si bon, évidemment il y a des exceptions. Et puis en tant que fan de Load et Reload, je ne saurais tolérer ce vilain truc un peu réducteur. Pour moi, tout simplement, ça m'a donné envie d'acheter une Explorer parce que le James qui est en mode gorille avec des bras de 14 mètres, qui est en plus en espèce de Marcel t-shirt collant noir où t'as l'impression qu'il fait 120 kilos et qu'il pousse à la salle avec les gros favoris et tout, tu sens qu'il s'éclate, tu sens qu'il y a vraiment une connivence. Une belle époque. Ouais. Une belle époque, oui. Une connivence entre les membres. Bon, on va dire ce qui est, 92, en gros, que ce soit commercialement parlant, ils sont musicalement... Metallica, c'est la grosse écurie, quoi. Ça tourne du tonnerre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin voilà. Là, clairement, ils sont sereins, les mecs. Ils se permettent quand même de faire des petites balades. T'as notamment la version de The Unforgiven, qui est une des meilleures lives, en tout cas à mon sens. J'ai l'impression que chacun a sa période préférée de Metallica. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas. Allez en commentaire. Regarde. Est-ce que vous êtes arrêté en 91 ou est-ce que vous avez continué ensuite Et moi, je vais te confesser un truc, c'est que j'aime bien Injustice. Par contre, j'aime pas le Black Album. Enfin, je l'aime pas. Je sais pas. Dire que je l'aime pas, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, c'est réducteur, mais j'ai jamais compris la hype de cet album. Alors, ouais, il y a des tubes mythiques, c'est pas ce que je dis. Dingueries, ouais. Mais, par rapport à ce qui s'est fait avant, ouais, moi je vois pas c'est pas là où je décèle leur génie, en tout cas, à mon goût. Voilà, après chacun il trouvera midi à sa porte. Ouais, il me déplaît. T'as commencé par celui-là aussi, ouais, t'as forcément un affect. Il y a une petite, entre guillemets, Madeleine de Proust. J'ai même commencé et puis continué que sur celui-là pendant très longtemps, en fait. Donc j'y ai trouvé mon compte et puis, voilà, je le trouve. Pour moi, ça a été pendant longtemps, ça a été le seul Metallica presque. On va dire. Je comprends pas. Après, effectivement, le jour où tu tombes sur Kill Em All, bon, tu te rends compte qu'en fait, il y a un gouffre, mais il est pas insurmontable. Non, bien sûr. J'ai plus de mal après.
Mais ça viendra, je suis content que tout à l'heure je mentionnais Load et Reload et je suis content qu'ils redeviennent un peu, on est en train de leur rendre un peu leur lettre de ils me reviennent un peu en grâce, mais je fais le tri en fait. Ouais, en fait, je pense que, je sais pas, je réinvente pas la roue en disant ça, mais en fait, ça aurait pu être un super album au lieu d'en avoir deux qui sont moyens avec certaines longueurs par-ci par-là, avec un peu de remplissage. C'est ça, en fait. C'est plus ça, quoi. Ouais. Du coup, je me mets aussi sur la track vraiment qui peut, pour moi, donner toute l'identité de ce live. C'est Wherever I May Roam, qui pour moi t'as vraiment tout. T'as l'ambiance parce que l'intro elle est super. T'as justement on parlait de Lars. La première pattern de batterie quand il commence à faire son roulement, elle est incroyable. Tu vois que tout le monde est suspendu à son truc. Et alors ça part, tu vois que tout le monde a un smile jusque là. Je pense que si j'avais une DeLorean, il y a des chances que je prendrais un billet. Ouais, ce concert là franchement, ce serait dans mon top 10 des billets, sans problème. Ouais, ça se comprend aisément. Et le prochain est pour toi. Alors le prochain, donc on a parlé des VHS et cette VHS là, alors vraiment un souvenir pour moi impérissable. Donc je l'ai acheté à l'espace culturel du Leclerc-Blagnac à côté de Toulouse à l'époque. Ah oui, t'étais dans le sud. Ouais, c'est ça. J'ai habité très longtemps du côté de Toulouse. Donc je l'avais acheté en VHS, je pense en 97. Ça doit être quasiment la sortie de cette affaire-là, si je me trompe pas. Et encore, je me trompe peut-être parce que je crois que non, il doit être bien plus récent vu que Kurt Cobain est de la partie et il a participé à l'élaboration de mémoire. Mais bref. Ce sera un mix de plein de lives de Nirvana, avec un petit peu de home vidéo, un petit peu d'interview, un petit peu de tout. Et vraiment, pour moi, c'est un gros souvenir parce que c'est un album, enfin, c'est un DVD à l'époque en VHS que j'ai regardé, mais un nombre incalculable de fois avec mes potes. Donc, on était un groupe de, allez, on va dire 3, 4, peut-être 5 potes vraiment à aimer ça. Et puis, on n'avait que ça, en fait. Pour les voix, on avait que ça comme VHS. Je veux dire, c'était 200 francs peut-être à l'époque pour ce truc-là. Tu tombes dessus par hasard et puis et voilà, on l'a vraiment saigné avec des lives dedans, des passages mythiques comme le Love Buzz où il fout un coup de gratte à un spectateur, ça finit en baston, tout le monde, la batterie qui gicle, tout le monde qui se bat sur scène. Enfin voilà, c'était le rock'n'roll quoi en gros. C'est dedans, il y a la prestation où il mime un acte sur une caméra, où il crache sur la caméra. Enfin, c'était rock'n'roll. Voilà. Ok, c'était des gros stades aussi. Il y a des concerts dans des endroits plus copieux. Il y a passage acoustique ou pas? Non, il n'y a pas de passage acoustique. C'est vraiment que du gros Nirvana qui tâche. Ouais, d'accord. Voilà. Il y a un petit peu de tout aussi, toutes les époques. Mais c'est plusieurs lives compilés. Donc il y a un live à Amsterdam, il y a des trucs de leur prime jeunesse. Et franchement, vraiment super cool pour celui qui aime Nirvana, parce qu'on les voit aussi à une époque où ils n'étaient pas le Nirvana voilà, où ils étaient pas le Nirvana de Nevermind, où ils étaient sur des petites scènes et où ça bastonnait, où l'esprit punk était encore là aussi, et des morceaux qui sont peut-être moins connus, c'est vrai que Love Buzz, des trucs comme ça. On n'est pas forcément sur... typiquement, Something in the Way, c'est pas celle que tu vois sur tous les c'est ça, exactement. C'est pas la playlist RTL2, quoi. Il y a quand même des morceaux... Même la dernière, elle me dit rien, d'ailleurs. Endless, Nameless... ouais, c'est un morceau de In Utero, et c'est assez creepy, en plus, Endless, Nameless. Mais voilà, c'était une vidéo qui a été faite... Enfin, Kurt Cobain avait son mot à dire, et je pense qu'au fond de lui, il a toujours été ce petit punk. Oui, d'ailleurs, tu vois, t'as le Conceived by Kurt Cobain. Donc, elle doit être de 93 peut-être, mais moi, je l'ai eu après, en 97, j'avais 13-14 ans, donc... Voilà. Mais c'est vraiment saigné, et puis c'était le rock'n'roll, quoi, en fait. Dans notre tête, c'était à ça que ressemblait le rock'n'roll. C'était Destroy, quoi. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'était vraiment le truc le plus irrévérencieux qu'on puisse voir. Alors qu'au final, avec du recul... C'était pas du Dialine, quoi. Ouais, c'est ça, exact. c'est exactement ça. Mais bon, il y a des passages un peu mythiques, quand il arrive sur fauteuil roulant, en blouse d'hôpital, et où il tombe, parce que tout le monde disait qu'il était cuit, et qu'en fait, il se relève, et que c'est parti. En route pour le show. Et le rock'n'roll. Voilà, pour moi, c'est vraiment cet esprit-là, quoi. Super. Après, je sais que t'es pas hyper... je suis pas le meilleur client, mais aussi par mes connaissances, j'avoue aussi mes torts, c'est que...
En fait, tu vois ce que j'ai dit avec Metallica avant, c'est qu'il y avait tellement une trend et une hype Nirvana que j'avais pas envie d'être un énième je pense qu'il y a eu un moment où quand ils ont sorti le Unplugged, justement, où tout le monde s'accaparait un peu ce truc. Et puis il y a aussi quelque chose de plus personnel, c'est que s'il y a bien un groupe et un mouvement qui a tué tout le air metal des années 80 que j'aime tant, et une grosse partie du death et de tout ce qui était extrême pour l'époque. Moi du coup c'était plus la vibe Los Angeles, Motley, Rat, Cinderella, etc. Ils ont du jour au lendemain ils se sont retrouvés clodo limite parce que Nirvana est arrivé et qu'ils voulaient plus des gens permanentés déguisés moitié en femmes. C'était eux les vendeurs. Et qui faisaient des solos avec des réverbes infinis. C'est ça, c'était eux les vendeurs. Et chacun son tour. Après, donc voilà, le glam n'est pas mort. Hein. Non, mais il a mis longtemps à se relever. Tout ce que le grunge a tué est revenu par la suite plus fort encore. Plus fort, je dirais pas, mais il est revenu. Oui, il est revenu. Alors, pour le prochain, c'est marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on a en commun parce que ce DVD, je ne l'ai plus parce que je l'ai paumé. Et quand je t'ai dit j'aurais choisi celui-là et tu m'as dit attends tu sais quoi je l'ai. En fait il était plus ou moins dans ma liste au départ parce qu'effectivement pour moi il a eu aussi c'est ma maman qui m'avait amené chez le marchand de journaux. Ouais. Et voilà c'était et oui, du métal chez ton marchand de journaux, c'était quand même assez fabuleux. Moi je me rappelle, je l'ai acheté chez le marchand de journaux mais dans une presse dans un hôpital. Il y avait un petit coin presse, il y avait ça. Bon, voilà, j'avais choisi mon médicament. Donc, on est sur le Road Rage. Alors, c'est un concept qui s'est beaucoup perdu, je trouve. Il y a toute une période où, qui est quand même l'âge d'or de Roadrunner, il faut dire ce qui est, où ils avaient vraiment leur catalogue d'artistes. Il y avait pas besoin de chicaner. C'est ça. Caviar. S'il y avait le logo Roadrunner, tu savais que t'allais passer un bon moment. Achète-le, tu verras, ça passera, quoi. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc sur lequel un jour il faudra qu'on s'attarde. Ils ont fait les Roadrunner United. Album de fou. Ils ont fait les albums où en gros ils chopaient des gars de tout leur catalogue, donc t'avais les gars de Machine Head avec t'avais Dino Cazares de Fear Factory mélangé à King Diamond quoi. Ouais c'est ça, tout le monde qui venait ils faisaient des songs et ils ont même fait un album de compo. Il est dans ma discothèque qui est évidemment ouf. Et c'est pareil, il y a eu je crois une captation, il y a eu un concept, il y a eu des concerts. Oui pour les 25 ans de Roadrunner si je me trompe pas, j'allais dire c'est pour un anniversaire un truc comme ça. Et donc ça. En gros vous imaginez un super label avec que des super groupes de ouf de métal. Et en gros, tout le monde vient et tout le monde jamme sur des chansons soit connues, soit sur des titres écrits pour l'occasion. Puis c'était une époque où c'était entre guillemets le seul label métal. C'était le plus gros. De toute façon, dès qu'un groupe marchait bien, il était signé chez Roadrunner. Quand tu regardes. Alors grand désespoir, parce que les contrats. Tu le parlais tout à l'heure chez Obituary. Tu signes pour cet album, Roadrunner a les droits à vie. Le reste, on s'en fout. Alors c'est peut-être toi qui les as écrits, mais t'inquiète. On va gérer la suite. La suite. Alors ça a été un peu l'âge d'or et le déclin, c'est vrai. Et puis. Ça a aussi un peu aseptisé des groupes qui étaient fort extrêmes à la base et qui se sont retrouvés à faire des trucs. On est dans la période début des années 2000, mais genre, post 2002, je dirais, entre 2002 et 2005, 2007, pour vraiment tirer la couverture. Donc, c'est vraiment l'âge d'or du néo-metal. Donc, même les groupes qui faisaient de l'extrême, on leur a dit, non, mais tu rajouterais pas des samples. Mais un petit scratch. Ouais, mais un petit scratch, ça va passer crème. Trouve-toi un DJ, on va trouver un truc, et puis période où plein de gens se sont coupés les cheveux, où t'as les gars qui se sont retrouvés c'est con maintenant, on y fait même plus gaffe, mais des gens qui se sont retrouvés en jogging sur scène. C'est ça. Ce qui arrivait jamais. T'avais l'apogée d'Adidas et des Pumas sur Korn qui étaient des mannequins sur pattes avec toute la collection Qui Adidas. Peut mettre un survêt violet quoi, violet à paillettes, il y a que le néo-metal pour faire ça. Donc ça, les baggy, etc. Ça et puis des featuring avec Cypress Hill par paquet de 12. Vous pensez alors Slayer a fait des clips de skateurs dans des piscines avec des jeunes américains qui font des fêtes. Merci de Roadrunner quoi. Kerry King qui vient jouer avec Sum 41, ce genre de choses. C'était faisable. C'était faisable. Il y avait beaucoup de bifetons, donc quitte à le renier après. Après ça. Non mais j'étais pas là, j'étais malade. C'est un sosie. C'est ça. Voilà. Ça a pas toujours donné des trucs de bon goût. Mais quand ça fonctionnait, que c'était l'âge d'or, le voilà l'âge d'or, il est dans cette petite cassette. Clairement, c'est le genre de sampleur vidéo. Après, il y a eu des sampleurs aussi. Que des clips.
comme Epitaph le faisait en CD pour le punk avec Punkorama, bah là, Roadrunner, il vendait son catalogue et puis ça permettait de découvrir vachement de groupes que t'avais jamais entendu parler si tu lisais pas spécialement. Il me semble que Century Media faisait ça aussi. Après, il y avait aussi les Death is Just the Beginning de je ne sais plus quel label de musique extrême qui pour 20 francs t'avais un DVD avec tous les gars qu'ils avaient. Ouais, c'est ça. T'avais un DVD de clips et puis tu faisais ton tri dedans, mais pour 20 balles, tu te retrouvais avec plein de clips, quoi, parce que ça devait être pas plus de 30 francs, on va dire. Bah, vous voyez, on était dedans 2002. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça, mais dedans, c'est ce qu'on disait, tu découvres Life of Agony, par exemple, que t'aurais jamais trouvé nulle part. Je sais même pas où ils ont été les pêchés, quoi. C'est ça, en fait. Et ils existent encore. C'est ça. Après de multiples changements de genre et de sexe. C'est ça. Pour le coup, vraiment. Kiss qui devient Mina, qui devient Kiss. Ouais, mais bon, chacun sa vie. Bien sûr. À côté de ça, la musique de Life of Agony, c'était quand même... et puis ça sort. Vous le voyez, c'est un espèce de truc de camion américain trucker et tout. Bon, c'est très très ricain dans l'esprit. Ouais, on va pas se mentir. Même le choix, redneck, hein. le choix des clips est totalement dans cet esprit. Il y a des clips souvent avec des nanas ou alors c'est exactement le même clip dans des caves sombres. Ou des Lowrider, ou des Hot Rod. Culture Street. Bon, vous voyez Need for Speed Underground, bon bah un peu ça. Welcome to the USA. Donc c'est ça, vous imaginez. Donc alors si c'était sorti en 2002, donc j'avais 13 ans. Donc le Tonton Hunter de 13 ans qui insère ça dans son lecteur DVD, déjà waouh, quelle technologie. Incroyable, il n'y a plus à rembobiner, waouh. Et donc tu peux même passer des clips en un appui, quoi. Clairement, plus de 90% des groupes je les connais même pas. Je découvre genre mon premier contact avec Murder Dolls que j'aime beaucoup. Stone Sour, je connaissais déjà. En fait, je l'ai acheté, évidemment, j'avais 13 ans, donc je l'ai acheté pour tout ce qui Stone Sour. Ouais. Parce que, bon, bah, voilà. Et puis pour Soulfly, parce que, en plus, Seek and Strike était vraiment l'hymne de l'époque. Évidemment. Avec les gens à l'hygiène douteuse. Seek and Strike, c'est le deuxième ou le troisième de Soulfly? Ouais, c'est Primitif. Ouais, c'était quand c'était encore bien. Ouais, c'est ça. Les débuts de Killswitch Engage, qui commençaient vraiment... C'était la transition entre le néo et le début du metalcore. Ouais, c'est ça. Donc pour tous les néos, on commençait à se dire oh, c'est extrême. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu disais encore de death metal dans ta playlist, Killswitch Engage, tu disais waouh. Ouais, il gueule là, gars. C'est ça. T'avais découvert Fear Factory avec Digimortal où il y avait du scratch. Il me semble qu'il y en a une. Et puis en fait, tu te rends compte que le premier album de Fear Factory, c'est du death, mais avant ça, avant Killswitch. Là, il y en a une justement, Fear Factory Replica en plus. Gros classique. Et puis très industriel. Dans l'idée, avec un son ultra froid. Fear Factory, vraiment 100%, quoi. Bon, petit loupé, on a une des moins bonnes périodes de Machine Head avec Crashing Around You, qui est une balade Moi, je suis client. Avec le temps, j'aime bien. Mais à l'époque, déjà, tu vois, il l'avait mis en 12e. Tu sens que il s'était dit, c'est pas ça qui va faire vendre, tu vois. C'est plus leur poulain officiel. Et il avait les cheveux semi-courts avec, c'est pareil, c'était sa période un peu. Très néo, il surfait un peu sur la vague. Après, Rob, il a été un peu surfeur sur les vagues. Parce que quand tu écoutes la différence entre donc le premier Burn My Eyes, qui est ultra brut, genre c'est vraiment, à mon avis, quand tu t'achetais le CD, il était chaud. Tu vois, dans le truc, c'était un stand. C'était brûlant, le gars, il avait la haine, la violence. Il venait d'un groupe qui s'appelait Violence, déjà. Donc ça donnait déjà un petit peu une idée. T'avais déjà une vague idée, ouais. Et là, le deuxième, et puis après, t'arrivais à The Burning Red où lui, il a senti le vent tourner et il a senti que le néo, il y avait quelques ronds à prendre, quoi. Et petit fait d'armes encore une fois d'un tonton de 13 ans, il y avait Sepultura Territory, mon premier contact avec Sepultura, et après j'ai trouvé des cassettes audio. Donc là on recule dans le temps. Et avec Territory, je disais, tu découvres la lourdeur. Et à l'époque, tu découvres la lourdeur, quoi. Et j'avais un oncle qui était militaire, et une fois il était venu chez moi et j'avais montré le clip en disant ouais, tu vois, c'est anti-militariste et tout, genre waouh, comment j'ai trop engagé le rebelle et regardez, il fait ouais, cool. Flop. Non, mais non, c'est pas ça que tu dois dire. Mais non, mais tu dois être embêté. Ouais, c'est ça. Balek, frère. C'est pas toi qui paye mes factures. Ouais, non, mais c'est ça. Et en plus, Territory, j'avais vraiment été super captivé par l'ambiance, Moyen-Orient, etc. Et puis, le clip est super bien. Il a pas vieilli, je trouve. Non, du tout. Et moi, ça
Ni la chanson. Régulièrement, mais le morceau il est quand même assez dingue. Hein, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah mais en fait Sepultura c'est vachement mieux que Soulfly. C'est là que tu découvrais la musique un peu plombée aussi, parce que Territory, il y a quand même ce riff bien lourdingue, et puis tu dis, ouh, ça c'est bon, ça j'aime bien. Un groupe qui pourrait faire l'objet d'un underrated, mais bon, je pense que ce sera pas le cas parce que je connais quand même assez mal, c'est Dry Kill Logic. C'était une de mes chansons que j'avais beaucoup aimé. Leur premier album, c'est un album que j'ai, mais plus que poncé. Leur premier album. Ça, il faut que je creuse. Il est génial. J'ai moins aimé ce qu'ils ont fait ensuite, mais Dry Kill Logic, en fait, c'est pareil. C'est l'époque des sampleurs où tu découvrais un peu comme les Slaves on Dope qui ont pas percé, qui ont eu des morceaux sur des sampleurs, qui commençaient à faire un peu de bruit et puis qui ont un peu, qui ont un peu fait flop aussi, du coup. Mais Dry Kill Logic, c'est vraiment super cool. C'est moins rappé, c'est moins dans le, donc c'était un peu plus brut, en fait. C'est là où tu commençais à découvrir des trucs où, il y a pas forcément besoin de rap pour que le métal soit cool, quoi. Un groupe qui pareil était très dans l'époque et qui a vachement disparu depuis, c'est Cold Chamber, quoi. C'était ultra typé de l'époque. Si vous écoutez, en fait, si vous voulez un récapitulatif de l'époque de cette song, écoutez, donc c'est Cold Chamber, Fiend. Ouais. Et vous allez voir. La basse qui claque. Ouais, et puis je crois qu'ils ont des semi-tresses, et tout. Les cheveux rouges, limite les collants en résine, mais pour les mains avec des mitaines et tout. Enfin, le classico. Le mascara et moitié goth, moitié rappeur, quoi. Exactement. Et je viens de me rendre compte, donc, des chansons que j'ai injustement boudées à cette époque-là, parce que j'étais pas encore en capacité de les apprécier. Je suis presque sûr que tu vas parler de 36 Crazy Fists, les mecs qu'on n'allait pas jusque-là. Ça va quand même. Typo Négative à l'époque, ça me parlait pas. Oui, parce que je suis revenu sur ma vague. T'étais pas dans ce mood, en fait. Quand après j'ai découvert avec la maturité. Ouais, et puis quand j'ai découvert un peu le Batcave, etc. Un peu plus le délire de Cure, un peu plus goth, c'est tout. Là, après, je me suis rendu compte que c'était trop bien. Il faisait partie des groupes qui dénotaient un peu sur le DVD. Quand tu l'achetais pour Cold Chamber et Slipknot, donc souvent tu passais. Pourquoi? Et je viens de voir qu'il y avait un morceau solo de Jerry Cantrell, et pareil, je me rappelle même pas de cette vidéo. Je crois que je suis jamais allé jusque-là dans le DVD. Alors que maintenant, on sauterait sur celui-là en premier. Ça faisait bien de pas aimer. La transition est toute trouvée pour ton prochain DVD. Du coup, qui dit période néo-metal, évolution grâce à ça et Roadrunner. Alors là, il y a gros dossier aussi. Le premier DVD live de Slipknot. Donc en gros, ça regroupe les deux premiers vrais albums, le self-titled et le Iowa. Donc j'aime autant dire que la setlist, c'est... il pouvait pas se tromper déjà. En gros, t'es dans le coin et puis tu prends des patates. Et de toute façon, c'est ça. Le DVD, c'est tu prends des patates. D'ailleurs, ça doit être vendu avec un sac de patates. Je crois que Disaster Pieces, en anglais, ça veut dire tu prends des patates. En fait, ça enchaîne les gros coups dans ta gueule, ni plus ni moins, et c'est les morceaux cultes de Slipknot qui sont enchaînés, c'est folie. entrecoupés d'un solo de batterie à l'envers monté sur Vérin à l'époque de Jordison, qui est quand même vraiment juste une bête. On va pas se mentir. Gigamonstre. Quand j'ai vu Slipknot, c'était mon seul regret, c'est que c'était pas Jordison à la batterie parce qu'il était déjà disparu. Mais voilà quoi, j'ai envie de te dire, line-up classique aussi, il y a pas encore de remaniement. Et à l'époque, vraiment Slipknot, le gros délire. Puis maintenant on les a vus, on sait qui c'est. Mais il y a le mysticisme autour du groupe est un peu parti. Enfin, pas parti parce que c'est un des groupes les plus immenses de nos jours. Mais ça a perdu l'aura de mystère. Et puis la violence. Et puis combien il y en a qui l'ont fait derrière eux, qui ont repris le gimmick un peu du masque. Plus ou moins bien d'ailleurs, on va pas se mentir. Souvent mal. Slipknot, on va pas se mentir. Moi, la première fois que j'ai entendu le premier album, j'ai écouté Limp Bizkit, j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Dans le même délire. Oh non, ça, je suis pas fan. Et puis après, je l'ai réécouté, et je me suis dit pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, quoi. Tu prenais une grosse tarte, et puis c'était des showman. Voilà. Les mecs sur scène, ils se foutaient des grosses torgnoles dans la gueule, ils foutaient des coups de batte dans les fûts. Ils se battaient. Et pareil, à cet âge-là, entre eux. Ouais, c'est ça. Ça se tapait sec, quoi. De toute façon, dans le DVD, tu vois qu'ils arrivent sur scène, déjà, il y a la moitié du groupe, ils dégueulent sur scène, parce que pourquoi pas. Ils se battent. Il fait de l'animal mort. Ça se bat sur scène, ça se bat dans le public, ça se bat partout. C'est ça, exactement. C'est vraiment la bagarre. En gros, c'est un DVD de l'UFC. En fait, t'avais tout dans un seul. T'aimais ce genre de conneries, t'avais tout dans l'un. Après, t'as une partie de documentaire, ça. T'as des petits vidéos, t'as les clips, t'as aussi le Wait and Bleed Animated, donc qui est en image par image de mémoire et qui est juste incroyable. T'as le clip de Wait and Bleed un peu à la Tim Burton, mais en
évidemment encore plus glauque, si possible. Enfin voilà, c'est un DVD qui est... Et puis, il y avait aussi... ça a marqué aussi par le multicam. Oui. T'avais une cam sur chaque musicien, tu pouvais sélectionner... Ouais, c'est ça. Et puis, t'avais la cam sur la tête de guitare de Thompson. Enfin voilà. C'était quand même de la sacrée innovation en plus. On voit que Roadrunner, ils avaient un petit peu de pognon. Ils s'étaient bien rincés sur les groupes de death. Et puis le DVD est super bien produit, le son est nickel. Voilà. C'était à Londres de mémoire, c'était à l'Arena de Londres. Enfin voilà, c'était Slipknot. Si tu veux des gens qui se battent à l'Angleterre, c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est dans la culture. Et puis t'as le Spit It Out où tout le monde saute, enfin tout le monde est accroupi, tout le monde saute. C'était pareil, c'est le genre de truc à mon âge. C'était plaisant, Ouais, et je suis sûr qu'on prendrait plaisir à le remater. Ah bah complètement. Et ça m'est arrivé il y a pas, je vais pas dire cette année, mais il y a 1 ou 2 ans où je l'avais regardé avec grand plaisir parce que musicalement en plus, honnêtement. Pareil, je suis pas trop de la team Slipknot, c'est pour les ados. Il y a eu, j'en ai entendu, mais j'étais ado, donc et j'écoute régulièrement parce que musicalement c'est quand même pas dégueulasse. C'était notre Harry Potter musical. Pas dégueulasse. On a grandi avec lui. C'est ça. Et franchement, béton armé encore une fois. Là-dessus, grosse prod et puis le multicam, c'était quand même fou à l'époque. C'était tu peux être sur le masque d'un des gars quoi. Même encore aujourd'hui, quand je réécoute Iowa, donc le 2e album. Je me dis que s'il sortirait cette semaine, il dénoterait. Rappelez-vous qu'ils étaient dans tous les films d'action à l'époque. Je veux dire, c'est une époque où on avait du Rammstein, du Slipknot, où My Plague était dans Resident Evil. Enfin voilà. Dans Triple X, il y avait Rammstein, ça a marqué son temps, je pense. Ouais, ça a marqué. Et puis ils ont perduré, ils ont pris de la maturité à mort parce que ils ont fait. C'est moins mon kiff. Mais ils ont fait des albums et des compos vraiment chiadés. Ils ont creusé leur univers. Ils se sont réinventés en restant dans du Slipknot. Ils ont quand même creusé des pistes vraiment pas dégueulasses. Moi, je les ai vus 3 ou 4 fois en concert, quasiment qu'en festival parce que je suis pas assez fan au point d'aller en salle, mais c'est toujours une bonne branlée. Ouais, et puis honnêtement, on va pas se mentir, ça c'est pour ça, c'est contre. Moi, je suis plus petite salle aussi, mais quand je les ai vus avec le pote Jérém, honnêtement, on s'est fait retourner quoi. Show à l'américaine, le tapis roulant, show à l'américaine, des flammes, rock'n'roll. Voilà. Ça tombe bien qu'on a vu le DVD Road Rage. Finalement, le hasard a encore une fois bien fait les choses. J'avais dit, je me suis rendu compte à l'époque que Sepultura c'était mieux que Soulfly. S'il y a bien quelque chose qui a fini de me convaincre, c'est ceci. Alors là les gars, c'est en fait une compile de VHS en DVD, donc de 3 VHS. J'isolerai un petit peu quand même le premier qui est pour moi le truc le plus marquant, c'est l'Under Siege. Donc c'est un live à Barcelone en 1991. Et alors c'est pareil, il y a des chansons qui sont entrecoupées de petites interviews du groupe. Et les interviews, tu vois que c'est des gamins. Donc là on est en 91. J'avais calculé, je crois que Max Cavalera il a 19 ans. Ouais, c'est fort probable parce que je pense que tout ce qui est démo, Morbid Vision et tout, ça doit être 86, 87 peut-être. Ils ont tous entre 19 et 21. Ouais, c'est ça. Et les réflexions sont complètement de gars de 19-21. Genre, ils dénoncent des trucs super graves et tout. Et quand tu les vois dans le reportage, t'as Igor qui fait « Ouais, putain, je suis allé me baigner sur la plage et on m'a chouré mes fringues. » et le gars, il est complètement un peu côté de la plaque. Ouais, et puis tu les vois, ils commencent à avoir eu un peu de pognon. Encore une fois, merci. C'est quoi le logo du label? C'est ça. Et du coup, ils vont dans un magasin de guitare, ils font ça, le vendeur leur descend, il l'achète et tout. Ça a contribué salement, mais genre vraiment salement, à mon mauvais goût en guitare. Coucou les Besseric. J'allais dire, ça pue la Warlock à plein nez avec des drapeaux, avec des camos, avec des... Tout ce que tu veux. Tout ce qui peut être bien. Et aussi les Randy Rhoads, parce que Andreas Kisser, il jouait énormément sur Randy Rhoads à l'époque. J'adore. Tout simplement, donc, il joue Arise, l'album qui est pour moi l'album mythique de Sepultura en entier dans le live de 91 et c'est pareil, ça tabasse. Si vous voulez un titre, Massive Hypnosis, parce que il y a tout, il y a la lourdeur, il y a quand même de la mélodie dans les riffs et ça, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre. À l'époque, c'était surtout on se met des baffes, trop bien. Mais en fait, les morceaux sont bien foutus et alors c'est un petit peu moins mon délire, mais pour des gars de 18 ans, sortir des morceaux un peu profonds et sur des problématiques mondiales aussi bien expliquées, des fois évidemment en prenant parti, mais c'est un peu le propre aussi de la dénonciation.
chapeau, parce que clairement, à leur âge, j'avais pas ce recul sur le monde. Hein. C'est ça, et puis même dans leur compo, ils intégraient quand même déjà des trucs un peu classiques, de la musique. Enfin, ils étaient inspirés par des choses qui, à mon avis... Il y a du clean. Il y a des morceaux avec du clean, messieurs. Les gars. On est sur du trash cracra, mais il y a du clean. Pour ce DVD-là, je vais dire, Jérém, on a tenté comme, parce que je pense que celui-là, tu l'as retourné, re-retourné, tu l'as bouffé ce DVD-là, donc j'attends tes com. Et je vais regarder un peu la tracklist, parce que même si tu me l'as jamais prêté, j'attends encore. Prête pas ces trucs. Salaud. Et puis le deuxième live, donc Dead Embryonic Cell, je veux dire, ça fait partie des gros classiques. C'est clair. Beneath the Remains, Troops of Doom, enfin je veux dire, moi qui suis vraiment death metal cracra, Morbid Vision et Bestial Devastation, ça fait partie de la pile de ce que j'aime. Les piles de trucs cracra. C'est ça, ouais, exactement. Donc Troops of Doom. Troops of Doom, ça doit être c'est un des premiers morceaux de thrash que j'ai appris à la guitare à l'époque. C'est juste génial, quoi. Et en plus, sur le deuxième, donc c'est des parrains aussi. Sur le Third World Chaos, il y a un live de 95, donc évidemment un peu plus tard. Et là, sur un des albums qui est aussi pour moi est super marquant dans leur discographie, c'est Chaos AD, qui est déjà un peu le pivot pour moi entre l'époque totalement cracra et l'époque maintenant. C'est le passage de relais, ouais. Ouais, maintenant on va faire des trucs un peu plus. Alors, j'aime pas tellement le terme, mais je pense que on comprend quand je le dis, vers un truc un peu plus adulte. Avec ce que ça comporte. C'est ça. Et puis c'était aussi avant que le Père Cavalera soit complètement cramé. Oui. Il faut aussi le dire, même s'il nous aura régalé. Pareil, c'est aussi des groupes qui ont grandi en même temps que nous, parce que faut se rendre compte qu'à l'époque, quand ils étaient encore au Brésil et tout, ils avaient déjà des groupes et ils tournaient entre 14 et 15 ans, quoi. C'est ça. Donc tu t'imagines, à 14 et 15 ans, tu fais déjà du gros trash qui tâche. Ils arrivaient à faire des choses avec peu de moyens, surtout. Enfin, les mecs se sont sortis les doigts, quoi, avant d'en arriver là. S'il y a un bienfait de Roadrunner, c'est d'avoir pu envoyer la musique de Sepultura partout dans le monde. C'est ça. Parce que c'est clair qu'en tant que petit groupe du Brésil, qui est en plus une période pour le Brésil très compliquée, qui enchaîne des destitutions, des guerres civiles. T'avais vite fait de te prendre une balle les ou occupations d'avoir des bracelets aux mains. Et puis, on est bien donc là pour le coup, bravo à eux. C'est fondateur, quoi. Sepultura, ça fait partie des groupes fondateurs. Petit truc que j'aimais, on en parlait tout à l'heure un peu en off. On finit sur le dernier qui est un peu plus basé sur 97, donc déjà sur Roots, qui a fait exploser le groupe. Et pour moi, c'est un peu le côté où ils ont été forts dans leur délire tribal, etc. Et c'est là où j'ai lâché. Quand ça a commencé à devenir les tambours du Bronx, c'était un peu moins mon truc. Après, encore une fois, c'est très subjectif. Enflammez-vous dans les commentaires. C'est un artiste qui évolue. Voilà. Tous les artistes ont et puis après, vu leur background, c'est complètement cohérent. Bien sûr. Ça restait dans le. Mais il y a des morceaux de Roots, faut se les farcir quand même. Au début, tu dis ça, c'est une intro. C'est vachement long pour une intro quand même. Et puis après, mais c'est cool. Ça nous a fait découvrir des instruments traditionnels et tout. C'était bien pensé. C'était pas courant. C'est vrai. Et on était peut-être jeunes quand c'est sorti. Mais ouais, je trouve que ça a un peu tourné en rond à partir d'un certain moment. Après, encore une fois, ça n'engage que moi.
Mais ouais, cette pluie de classique. Si vous voulez, pareil, une journée qui se passe mal, un petit Sepultura, voilà, ça fait du pareil, bien. La récolte de patates, quoi. Par contre, franchement, commencez par Rise et KOCD si vous n'êtes pas habitué à écouter de l'extrême et à écouter du death. Et après, allez-y progressivement dans le passé. Ouais. Si vous commencez par Morbid Vision, je suis pas sûr que vous n'êtes pas trop dans le cracra. Ouais, bon. Parce que Morbid Vision, faut avoir mis sa ceinture quand même. Lofi. Ouais, c'est ça. L'enregistrement, il est là, c'est pareil, j'avais Beneath the Remains en cassette audio. Et je peux vous dire que au début, je me disais, c'est ma chaîne qui fait ce bruit-là. Ah non, c'est l'enregistrement. Ah, ok. On va mettre un EQ. C'est ça. Alors, la petite anecdote d'ailleurs, que je ne connaissais pas c'est qu'à l'époque, donc, Sepultura est signé chez Roadrunner. Obituary est signé chez Roadrunner. Roadrunner s'en bat les steaks de tout. C'est ça. Max Cavalera propose une pochette pour Beneath the Remains. Eh ben, mon petit connard, il dit, ah non, elle irait mieux avec Cause of Death de Obituary, je te la prends, et puis on va t'en trouver une autre, t'inquiète pas. Enfin voilà, la pochette de Cause of Death aurait dû être sur Beneath the Remains au départ, et puis mon petit connard, il dit, oui, mais non, ça cadre pas avec vous, hein, les gars. On va vous trouver un truc plus avec des couleurs de terre chaude. C'est ça, voilà. Vous, c'est le soleil, hein, c'est ça. C'est ça. Oh, toi, tu aimes les cigales. Oh, toi, tu es un tigre. On va te mettre dans les tons orangés. Je trouve que ce bleu ne te sied pas au teint. Et ben voilà, mon petit connard, rien à foutre, hein, pas d'excuses. On y va. C'est Roadrunner. C'est ça. Vous nous devez encore 3 albums, alors je la ramènerai pas trop. Voilà. Bon. Alors, je vais pas y passer 1000 ans parce que il y a quelque part peu de choses à dire parce que bon. Vous confiez un des lives de probablement le meilleur de la carrière de Black Label Society, un Zakk Wylde qui en fait beaucoup, mais pas trop, ce qui va devenir un peu les défauts de ses qualités par la suite, et vous confiez la réalisation du DVD à des gars psychédéliques qui sont sûrement dans des états assez improbables. Zoom arrière, zoom avant. Ouais, et puis dans les menus, vous mettez des trucs psychédéliques avec des couleurs et puis des formes qui bougent pour absolument Tu aimes les omelettes aux champignons? C'est ça. Alors, c'est complètement ça. Déjà, le award de la plus belle pochette psyché, je pense que ça se tient, hein, du violet, du vert fluide. Ils avaient pas d'inspi. Le verre nucléaire, c'est symptomatique aussi du truc. En bonus, il y a quand même des clips et il y a un petit backstage pass de 50 minutes quand même, ce qui est toujours bon. Vous les voyez picoler, jouer. On a bien une vague idée de ce qui se passe là-dedans. On va résumer. C'est l'époque où Zakk buvait encore. Voilà, ça marchait bien. La playlist est incroyable. Il y a un hommage à Dime parce que du coup c'est capté en 2005 si ma mémoire est bonne. Dime vient de mourir ou vraiment il y a quelques mois d'écart. Donc ils nous font un Invis River de folie. Ouais, d'ailleurs, de l'émotion. La version, t'as sa guitare qui pleure, c'est incroyable. C'est ça. Quand ça va dans le bourrin, c'est fantastique. À la fin, ils en ont plus rien à foutre, ils font monter un gars sur scène, ils lui filent sa guitare, le gars gère super bien, alors il lui fait boire des bières, et il lui fait boire des pintes pendant qu'il joue, et tout dernier morceau, il joue comme des cinglés, il fout le bordel partout, et Zakk va être tellement marre, et à mon avis, il est déjà bien allumé, il prend ses têtes d'ampli, il les débranche et il les lance dans la foule, voilà. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Mais c'est ça le rock. Et il fait même ça avec des 4x12. Voilà. Pourquoi le mec a des bras déjà. Oui, tu vois, il est pas encore aussi gaulé que maintenant, mais il poussait déjà bien à ça. Faut réussir à les envoyer les 4x12. Si vous voulez plus d'infos sur Zakk Wylde, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ma vidéo uniquement sur Zakk. Comment sache que c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. Donc je parle du DVD un peu plus en profondeur. C'est le Doom Trooping, donc on n'a pas dit le nom du DVD. The European Invasion. Ça porte bien son nom. C'est assez drôle pour un groupe typiquement ricain qu'il fasse quand même le live à Paris. Mais bon, voilà. Allez, les 2 morceaux à conseiller, Suicide Messiah parce que c'est un tube. Et puis le Invis River parce que est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non. Voilà. Et pareil, encore une fois. Alors, je vais rien dire dessus parce que tu le sais, BLS, c'est pas le groupe que je connais. J'en écoute. J'aime, mais voilà, je suis pas le gros client. Et c'est assez étrange d'ailleurs, hein. Je me surprends moi-même parce que bon, avec les accointances de Zakk et de Dime et tout ça, bon, on aurait pu croire, mais je sais pas, il y a un truc. Ça viendra peut-être quand je serai vieux. Je vais laisser Quentin faire la transition vers le dernier parce que encore plus simple, vu qu'en fait on l'a choisi 2 fois, on l'avait mis tous les deux dans notre liste, on avait mis le prix en vert et deux. Y a-t-il un gros mystère? Alors là, on n'est pas vraiment sur un DVD live, on est sur une home vidéo, sur une triple home vidéo, vu qu'elle regroupe les 3 VHS du Saint du Saint.
Pantera, évidemment, la vulgaire vidéo. Là, je crois que plus haut c'est le soleil. c'est ça. Voilà, regardez ce magnifique t-shirt fait maison. C'est très simplement. Pour moi, ça, c'est le guide d'utilisation et la bible de la vie en tournée et de la vie de rockstar en tournée. C'est surtout ne faites pas ça. En gros, Parental Advisory, ces mecs sont des professionnels. De la picole, du jeter d'à peu près tout, de la destruction de chambres et de salles. Voilà, il y a du nichon, il y a de la bière, il y a du whisky, il y a des shots. Mais par contre, il y a une sacrée dose de métal, vraiment. Ça joue. Avec son cœur. Ouais. Mais alors, ça transpire la passion. Je pense que là, il y a vraiment un témoignage de ce qu'était Dime. Vraiment. De ce qu'était le groupe, d'ailleurs, parce que on va pas se mentir. On va pas le résumer à que Dime. Ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'on voit que c'était un groupe immonde. C'est ça. Avec les flammes. On avait des flammes. Et du violet et du verre nucléaire. Et des flammes. J'ai envie de te dire, c'est ça. Redneck, mais il y a rien qui veut. Je veux dire, t'as des clips qui sont quand même d'anthologie aussi. T'as des vidéos du live à Moscou. Excusez du peu. Juste mythique, ouais. Si un jour ils savent, ouais, c'est ça. Si un jour ils savent combien il y avait de personnes devant la scène, on serait curieux parce que les chiffres changent selon la police, selon les syndicats. Et puis des prestats de fou, des prestats dans la bonne humeur, du guest. J'ai envie de vous dire, voilà. Ouais, c'est ça. Vous voulez la loge VIP pour le coup, c'est vraiment un pass backstage, mais genre, et tu sens qu'ils ont à moitié rien censuré, ou alors peut-être. Non. Et il est quand même interdit en moins de 18 ans. Je pense qu'il y a des petits pixels sur les tétons des demoiselles, quoi. Voilà. Ouais. Bon, ce qui est déjà sympa. C'est ça. Mais et tout simplement, vous imaginez deux frères complètement mongolieux qui ont pour passe-temps de prendre une masse et de taper sur des voitures. Et sans aucune raison. Passe-temps numéro 2, ils adorent les feux d'artifice, donc il faut qu'il y en ait partout. Tout le temps. Et surtout, alors si ça peut être dans des lieux qui s'y prêtent pas, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Et en intérieur, c'est important. Si vous avez jamais vu Kirk Windstein en Hulk, par exemple, et qui court partout, tout de vert. Oui, c'est important. Je veux dire, c'est à voir. Toute la clique Southern Power Metal. Voilà, je veux dire, en plus de ça, ils sont quand même entourés de débiles profonds la plupart du temps, parce que leur road crew. Il y en a pas un pour attraper l'autre. C'est ça, des paris de. Tu serais capable de manger tout ce gâteau. Le gâteau, c'est all is bigger, hein, les États-Unis, les gars. Je te donne $100. Non, pas possible. C'est que ça, tu vois qu'ils servent des shots à tout le monde. Il n'y a pas un plan où il n'y a pas quelqu'un qui est en train de picoler, clairement, c'est ça. Attention, avec la modération, etc. Des fois, ils jouent de la musique aussi. Ouais, alors voilà, en fait, c'est complètement plus une tranche de vie. En vrai, la musique, elle est un peu accessoire. C'est une home vidéo. Clairement, ça, c'est une home vidéo. Faites-vous plaisir. Il y a plus de backstage que de stage. Vous invitez 3-4 de vos potes si vous l'avez jamais vu. Vous mettez des pizzas, des chips et beaucoup de bière et du whisky pas cher. Profitez. Et marrez-vous, quoi. Ouais, vous allez vous marrer. Après, faut le regarder dans l'idée enfin, je débranche le cerveau. Déconne total, ouais. C'est bon. Non, mais en fait, c'est Beavis and Butthead, mais dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Et moi, c'est le DVD vraiment que je claque chaque fois que je suis seul à la maison un soir ou quoi. La petite famille est en vadrouille, en vacances, je suis tout seul. Ah bah allez, c'est parti. Un petit peu de bonne humeur. Tu sais que c'est le vulgar videos from hell. C'est du certifié et sur plan. À la fin, de toute façon, à la fin de ce DVD, vous avez qu'une envie, c'est d'inviter ces mecs à un barbecue. Ouais, c'est ça. En faisant gaffe à ce qu'ils traînent quand même, parce que c'est pas dangereux. Et moi, ce DVD-là, j'étais tombé dessus avant même d'être un ultimate fan, quoi. J'adorais Pantera, mais j'étais pas encore celui qu'on sait. Ça a permis de faire un pas vers notre amour, ça c'est sûr. Et en fait, je l'avais acheté aussi un peu par hasard, entre guillemets. Enfin non, je connaissais Pantera, j'aimais Pantera, mais dans un magasin qui a disparu depuis lors et qui, je pense, c'était un Hypermédia. Alors pour te dire, Hypermédia, je l'avais acheté dans le plus grand centre commercial d'Europe, à Portée-sur-Garonne. Et en fait, le truc me vendait des machines à laver et des DVD de Pantera, quoi. Voilà, et des râteliers à flingue. Je vais chier sur la moquette. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment celui que j'ai fait tourner le plus. Évidemment, pourquoi ? Parce que c'est Pantera, les gars. Bon, et que ça n'a pas besoin de plus. Il faut qu'on se prévoit un visionnage ensemble. Un visionnage ensemble. Et figure-toi que ça fait des années que je l'ai pas rematé. C'est vrai. Moi, je l'ai rematé en août dernier. Il est dangereux pour mon foie, cet album. Donc, c'est ça.
Bah en tout cas, je trouve que c'est super pour finir là-dessus, et puis notre bon vieux Daim à qui on pense et à qui on dédie la vidéo. Il veille encore sur tous les métalleux. C'est ça. Bon, mon petit Quentin, merci beaucoup. Encore merci de m'avoir invité, toujours un vrai régal, vraiment. N'hésitez pas à dire si le format vous a plu, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 avec notre bonne Anthony, et puis ça pourrait être sympa. Vous pouvez varier un petit peu avec les invités pour voir un petit peu. J'en ai encore aussi moi-même dans ma musette, et puis c'est aussi cool d'entendre parler mes invités, pas toujours les mêmes qui causent. Je rentre dans le sérail un peu fermé des doubles invitations. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, tu t'entends Anto. Anto, je crois que c'est le top. C'est le level. C'est ça. Ouais. Bon, allez. En tout cas, prenez soin de vous. On s'est bien amusé à vous faire ça. On va voir s'il y a une petite vidéo papote. Voilà, c'est assumé depuis le début. On va faire 55 minutes de papote. On a pris un bon petit moment à parler. T'étais plutôt pas mal sur le bet. Il a bon. Allez, salut, prenez soin de vous. C'était Tonton Hunter. Salut les gars. Ciao.